Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je vous souhaite la bienvenue dans Trail Business Club, le podcast qui vous emmène dans les coulisses du trail running. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter dédiée à l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes et des territoires. Milestone organise également chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Si je vous dis wise, à quoi pensez-vous ? En français, cela signifie sage, mais dans le monde de l'ultra trail, c'est la marque premium d'équipement à forte soutenabilité et qui est partenaire de cet épisode de Trail Business Club. Le couple de pratiquants fondateurs, Axel Nardou et Guillaume Bocas, a installé son entreprise à Annecy. Depuis 2019, Wise innove autant par ses produits que par son modèle économique vertueux. Les produits sont notamment co-développés avec la communauté grâce aux plateformes digitales. Les matières sont fabriquées par un fleuron de l'industrie française et assemblées au Portugal dans un atelier à la pointe technologique. Tout cela avec un objectif, pas de compromis technique ou environnemental. Alors, n'attendez plus pour découvrir cette marque qui relève les défis de notre époque. Rendez-vous sur le site à l'adresse wisetrailrunning.com. Je reçois pour ce premier numéro de Trail Business Club Jérôme Bernard, directeur sport marketing innovation chez Vibram. Bonjour Jérôme. Bonjour Fred. Alors Jérôme, je crois que tu es basé du côté de l'Italie. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs pour ce premier numéro, nous dire qui tu es et en gros dans quel environnement tu te situes aujourd'hui ? Eh bien, oui, je suis en Italie, donc je suis au siège de Vibram. Ça se situe en Lombardie, donc à côté du lac Majeur, au nord de Milan. C'est ici que la société Vibram a son siège international. C'est ici que a commencé la grande aventure de Vibram il y a maintenant plus de 85 ans. Et donc, je suis ici en qualité de directeur sport innovation marketing au niveau global de la marque. Et donc, je m'occupe plus spécifiquement de tout ce qui est dans le marketing dans le domaine du sport de l'outdoor, qui est le core business de la société depuis toujours, et puis également d'essayer à travers des opérations de terrain, le team trail par exemple, des opérations événementielles, etc. et tout le tralala, d'être au plus près des utilisateurs de nos produits pour essayer de définir un petit peu les tendances de demain pour la société aussi. Alors, une proximité terrain qui fait de toi aussi un pratiquant, puisque ça fait plusieurs années que tu pratiques et tu étais, entre autres, ce week-end sur le Chianti by UTMB où tu as fait un bon résultat. Est-ce que tu peux revenir sur cette course ? Oui, alors ça c'est le côté un petit peu sympathique de mon job. Donc j'ai la possibilité à travers justement ces opérations de terrain d'aller sur les grands événements sportifs, donc sur l'UTMB World Series en particulier, le circuit, puisqu'on est partenaire de ce circuit depuis 2 ans maintenant. Et donc ce week-end, oui, il y avait le Chianti by UTMB, une nouvelle course UTMB en Italie, un gros succès. Et donc, on était présent avec l'équipe Vibram, le Trail Running Team Vibram. De mon côté, j'ai eu la possibilité de participer aux 42 km. Et donc, je me suis fait plaisir. Ça a été dur. C'était très roulant. J'ai quand même fait un bon temps en ce qui me concerne. Et j'ai même pu gagner dans ma catégorie. Ouais, on a eu quelques parties de semelles ensemble, notamment sur l'OCC et la MCC par le passé. On va tout de suite revenir, Jérôme, à la marque Vibram. Tu t'en parlais, plus de 80 ans d'existence. Je crois que c'est 1937 la création de la marque. Vous avez commencé à travailler avec l'Afuma en 2005 sur les premières semelles pour équiper des chaussures de trail. Comment s'est construite cette stratégie dans le trail avec les premiers produits que vous avez équipés ? Oui, alors, disons que ça, c'est une histoire très singulière, et on a commencé effectivement avec l'Afuma, dans ces années-là. Donc
toute première chaussure de trail équipée de semelles Vibram a été la chaussure La Fuma. Elle avait été portée par Julien Chaurier notamment et le team La Fuma. Donc les premiers résultats aussi au niveau du TMB en particulier, les premiers podiums. Donc c'est dans ces années-là que on a compris tout de suite qu'il allait se passer quelque chose dans le domaine du trail. J'ai compris ça tout de suite, notamment peut-être parce que par mes origines françaises, c'est vrai que le trail en France était en pleine fermentation entre guillemets, donc ça allait bouger. On voyait bien qu'il allait se passer quelque chose et que ça allait devenir un phénomène peut-être de masse dans les années qui allaient suivre. Et effectivement, on a décidé de partir et de prendre une décision stratégique et d'investir dans ce domaine-là. À commencer par une première approche sur l'UTMB. On était encore tout neuf dans ce domaine-là, on avait tout à apprendre et donc il a fallu commencer par se rapprocher des pratiquants et commencer par des sponsorisations de terrain, dont l'UTMB. Alors comment c'est effectué les premiers développements produits? Parce que le souvenir que j'en ai, c'est que les premières semelles sur les chaussures La Fuma étaient pas forcément adaptées à une pratique du trail running comme on l'entend aujourd'hui. C'était des semelles plutôt dures. Alors, on était même à schématiser qu'on aurait presque pu planter des piquets avec, hein, c'était vraiment dur. Et on a vu que vous avez construit une stratégie autour de ces produits pour faire évoluer aussi vos semelles en fonction de la demande des équipementiers, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors en fait, il y a des anecdotes aussi, hein. C'est vrai que quand nous, on est arrivé sur l'UTMB, la direction de l'UTMB se demandait un petit peu ce que venait faire Vibram dans le monde du trail. À Chamonix, nous, on était connus, forcément, mais on était connus pour les ascensions sur les Drus, sur les Grandes Jorasses, pour toutes ces belles pages de l'alpinisme que Vibram a écrit et continue d'écrire. De là à passer dans un domaine beaucoup plus dynamique, la course en montagne, etc., c'était quand même un sacré pari. Alors on est parti en gros de zéro. Donc au tout début avec La Fuma, on a naturellement essayé d'adapter un peu ce qu'on avait à l'époque comme technologie, le savoir-faire qu'on avait à l'époque. Et c'est vrai que ce n'était pas encore vraiment véritablement de la haute technologie pour le trail. Ceci dit, ça nous a permis déjà de mettre un pied, c'est le cas de le dire, dans le trail et de commencer à apprendre très très vite. Et ensuite, donc la stratégie d'entreprise s'est développée sur plusieurs axes, à commencer par la communication de l'image. Il a fallu commencer par se faire connaître par ce nouveau public entre guillemets, même si à l'époque les trailers avaient quand même une provenance montagne un petit peu plus affirmée qu'aujourd'hui. Donc on a commencé par de la communication, de la visibilité, de la proximité, puis après on a enchaîné tout de suite sur le développement produit et essayer de développer ce qui allait devenir dans les années suivantes, disons la référence en matière de technologie de semelle. Alors justement, vous aviez Oui, non, je voulais simplement dire que c'est vrai qu'à l'époque, ça bougeait déjà beaucoup. Il y a beaucoup de sociétés qui s'intéressaient au trail déjà, Salomon en particulier, bon, il y en avait pas mal. Ceci dit, avec l'évolution qui se présentait, les tendances qui se présentaient, il est clair qu'on envoyait les gens au casse-pipe à l'époque si, au niveau des produits, on ne se bougeait pas. Alors je me souviens, on en avait parlé à l'époque, hein, des premières approches de l'UTMB, puisqu'on se retrouvait sur l'événement ensemble. La stratégie de Vibram à l'époque était vraiment d'aller chatouiller, on va dire, les grands équipementiers pour leur montrer que Vibram existait, puisque beaucoup d'équipementiers de la route, hein, on peut les citer, ASICS, Brooks, Merrell, Oka, qui étaient encore à peine nés à l'époque, ne connaissaient bien sûr sans doute pas Vibram. Et toi, la stratégie que tu as tout de suite adoptée, c'était d'aller vous faire connaître auprès du monde du business, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Donc la société Vibram, quelque part, c'est une société B2B au départ, hein. La semelle est un composant de la chaussure. Ceci dit, on a une approche très B2C, donc très consommateur, utilisateur final. Et en attaquant sur ces 2 angles-là, c'est vrai que le travail je ne veux pas dire que se simplifie, mais on a une vision très claire de ce qui se passe et de ce qui est nécessaire. Donc oui, tout de suite, on a essayé de démarcher un petit peu les marques, de créer de la proximité envers les marques, de leur faire comprendre que nous, on avait certainement quelque chose à leur apporter
Évidemment, toutes n'ont pas adhéré au schéma, puisqu'il y a des décisions d'entreprise qui, des fois, ne permettent pas de commencer des collaborations. Certaines ont adhéré, notamment Oka, ça a été assez rapide, et d'autres derrière, Merrell, etc. Ça nous a permis de commencer à tester de façon plus ample nos produits, nos technologies, et surtout de développer notamment la gomme Mega Grip, qui allait être, disons, l'innovation technologique majeure dans le domaine de la semelle à partir des années 2012-2013. Alors justement, on est passé d'une semelle un petit peu rigide, t'en parlais tout à l'heure, plutôt issue du monde de la montagne et du monde de l'escalade. On connaît bien les chaussures de montagne, tout équipées de semelles Vibram en général. Et vous avez progressivement basculé sur d'abord la Mega Grip et ensuite la Light Base. Est-ce que tu pouvais expliquer les qualités et les particularités de ces deux produits qui ont fait aujourd'hui la renommée de Vibram et qui vous ont permis d'aller équiper de nombreuses marques? Oui, alors, tout à l'heure, je parlais d'emmener les gens au casse-pipe. C'était tout simplement parce que les technologies de l'époque n'étaient pas encore franchement spécifiques au trail en matière de semelles. Alors nous, on a travaillé disons, dans 3 directions au niveau de la recherche et développement. Ça s'est fait sur plusieurs années. La première chose, c'était qu'il fallait qu'on apporte une solution au grip, donc à l'adhérence, notamment sur rocher mouillé, sur sol très glissant. Ça, c'était vraiment la première chose capitale. Alors là-dessus, nous, évidemment, on a une expertise immense en matière de semelles qui accrochent, qui ont du grip, etc. Et ça a été, disons, relativement facile de développer de nouveaux campans, de nouvelles formules de gomme. Bien sûr, ça prend du temps, il faut les tester pour arriver au meilleur compromis ensuite. Et c'est ainsi qu'est né Megagrip. Avec Megagrip, on a, disons, complètement bouleversé le concept de grip sur rocher mouillé. Et quand on sait comment a évolué le trail, notamment avec l'avènement des ultras en montagne en particulier, les UTMB, mais pas seulement, tout ce qui a couru derrière, il est clair que les consommateurs, les utilisateurs finaux, les trailers, avaient besoin d'une semelle qui les aidait à arriver à la finish line dans de bonnes conditions, puisque par exemple sur un UTMB, quand on part de Chamonix, il peut faire 25 degrés le vendredi soir, et au fur et à mesure qu'on avance, on passe l'école, etc., on peut monter sur des températures qui vont se rapprocher de zéro. La pluie, la neige, des fois même, peut faire son apparition, et au bout de 4-5 descentes de col, la majeure partie des coureurs, à part les pros peut-être, sont complètement disons, sont fatigués, et dans ce cas-là, la semelle fait le boulot. Et ça, quand on est entré dans le trail, évidemment, il n'y avait aucune semelle, aucune chaussure qui n'était capable de donner ce coup de pouce au trailer. La semelle Mega Grip, Vibram Mega Grip, a changé la donne. Ça a été la première chose. La deuxième chose est que une fois qu'on a donc résolu le problème du grip, entre guillemets, il a fallu s'attaquer à autre chose. Et c'est là que ça a été la grande révolution chez Vibram et dans le monde du trail, puisqu'il a fallu qu'on travaille sur un produit qui devait répondre à une demande dynamique, c'est-à-dire de la course en montagne. C'est vrai que Vibram, pour ce qui est de l'alpinisme, de l'escalade et des sports traditionnels outdoor, entre guillemets, on est très fort là-dedans, mais ce sont des sports qui sont lents et qui demandent d'autres caractéristiques aux semelles. Cette fois-ci, on devait travailler sur la dynamicité, sur le dynamisme, et donc sur la vitesse, ce qui signifie la légèreté. Et disons que là-dessus, on a été précurseur, pionnier encore une fois, puisqu'on a introduit un concept de semelle qui était fabriqué sur une base textile, un textile technologique, sur lequel vient se greffer le caoutchouc Mega Grip, la gomme Mega Grip et le dessin Mega Grip. Et donc, l'ensemble fait que pour une semelle qui, disons, est fabriquée de façon traditionnelle, donc 100% caoutchouc, et une semelle fabriquée avec la base Light Base, on arrive à économiser jusqu'à 30% du poids d'une même semelle, ce qui peut signifier sur certaines semelles un gain de poids d'environ 30 à 50 grammes à l'époque, ce qui signifie donc de 60 à 100 grammes sur une paire. Alors en course, en trail, c'est quelque chose de totalement révolutionnaire. Là, on parlait vraiment de quelque chose qui, effectivement, a changé la donne. Ouais, c'est ce qu'on a pu constater sur de nombreux modèles. C'est vrai que vous avez participé à l'allègement des produits, qui était une tendance générale entre l'empeigne, le mesh qui s'est aussi allégé,
et vous avez participé à la fois à cette dynamique et à cette accroche. Quelle différence tu ferais pour les gens qui nous écoutent, et je pense qu'elle est importante, entre accroche et adhérence? Disons que l'accroche, c'est plus lié au dessin, en termes techniques, donc en anglais, on appelle ça la traction, la traction. Donc c'est le phénomène qui fait que la semelle va mordre le terrain, en gros, surtout sur des terrains meubles. Et ça, en fait, ça a été la troisième innovation technologique sur laquelle on a travaillé, la dernière en date, qui s'appelle le Traction Lug. Donc c'est un crantage traction qui est produit d'une façon exclusive chez Vibram. Donc on s'est attaqué à la partie verticale de chaque cran sur la semelle, pas simplement sur la partie superficielle, mais sur la partie verticale. Et là-dessus, on a réussi à greffer des petits picots, en fait, sur toutes les parties verticales qui vont augmenter l'effet de traction. Donc, le grip, c'est, disons, le grip, l'adhérence, c'est un facteur qui se mesure sur des sols lisses, comme du rocher lisse, par exemple. Et là, disons que l'adhérence va, en théorie, s'améliorer en fonction du caoutchouc qu'on utilise. On connaît bien les caoutchoucs de l'escalade, par exemple, qui fonctionnent très bien sur des rochers très lisses, et aussi sur la dimension du cran, qui, plus elle est importante, disons, et plus le caoutchouc va pouvoir exprimer ses caractéristiques d'adhérence. L'accroche, en revanche, donc, est complètement liée au dessin en général, au dessin de la semelle, au crantage, à la profondeur du crantage, au positionnement du crantage sur la semelle. En fait, ce sont des choses assez techniques, mais chez nous, on a l'habitude de dire que, disons, que la performance Vibram est un petit peu le résultat d'une combinaison optimale entre le dessin de la semelle, qu'on peut voir, qu'on peut lire, entre guillemets, et le caoutchouc le plus adapté, la formule de gomme la plus adaptée pour l'utilisation qu'on va en faire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Vibram, qui a été précurseur, hein, presque 20 ans bientôt dans le monde du trail, en tout cas à venir équiper les premiers produits, est-ce que vous avez senti que vous aviez débroussaillé le chemin pour d'autres équipementiers? Je pense notamment à Michelin, surtout aux fournisseurs de gomme de pneus, Michelin, Continental, aussi Hutchinson qui est venu du vélo pour équiper certains produits. Est-ce que vous avez permis à ces marques-là de prendre conscience qu'il fallait s'intéresser justement au grip et à l'adhérence? Alors, je ne sais pas si on a permis à ces marques-là de s'intéresser à ce marché-là. Et ce qui est certain, c'est que le marché est grandissant, forcément attire d'autres sociétés, d'autres marques, etc., d'autres fournisseurs, forcément. Donc, dans les années qui ont suivi, effectivement, sont apparus on pourrait dire des concurrents à Vibram. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand même, nous, en tant que hyper spécialistes de la semelle depuis toujours, et au vu justement de l'innovation technologique qu'on a amenée, il est clair qu'on a tracé la voie. Ensuite, derrière nous, il y a ce qu'on peut appeler des suiveurs, ou alors des sociétés qui produisent également des semelles, mais qui ont des stratégies un petit peu différentes. Souvent, elles sont associées à une marque de chaussures, donc on ne les trouve pas partout. Et puis, bon, après, il y a une histoire de qualité, de prestation, pure technique de la semelle, et ça, c'est une autre histoire sur laquelle je préfère ne pas trop rentrer. On ne va pas faire du comparatif, c'est pas le but. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, tout ce mouvement-là, initié par Vibram, a permis d'arriver à un niveau de qualité, de prestation des chaussures et des semelles en particulier, bien plus élevé que ce qu'il n'était, disons, dans les années 2005-2008. Alors on va parler un petit peu business puisque c'est la thématique de ce podcast. Quelle est la part du trail au niveau du chiffre d'affaires Vibram aujourd'hui, à la fois financièrement, mais aussi en termes de volume? Est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment une activité qui compte énormément dans le business de Vibram? Alors, je vais répondre de deux façons. Il y a la partie purement business, et donc là, on est autour de 10% du chiffre d'affaires aujourd'hui, donc c'est significatif. Heu, et il y a une partie, disons, un petit peu plus stratégique, et celle-là, elle est vraiment importante. C'est-à-dire que, en 2007, en gros, quand, justement, j'ai un petit peu décidé d'amener Vibram vers le trail, le challenge, c'était simplement d'essayer de devenir naturellement
au bout de quelques années, le leader mondial dans la semelle high performance de trail running. Mais c'était surtout de monter sur le train du trail running au bon moment. Ça allait exploser, c'est ce qui s'est passé. Et surtout, il fallait monter à bord de ce train-là pour comprendre le phénomène, pouvoir l'interpréter le plus rapidement possible et puis pouvoir commencer à travailler sur les assets de la société aussi, sur le développement du produit, sur la façon de concevoir les produits. Et c'est ce qui s'est passé parce que quand on parle d'alpinisme, on conçoit les produits d'une certaine façon. Quand on parle de trail running, de course et de dynamisme, de dynamicité, comme je disais tout à l'heure, on doit concevoir des produits d'une façon totalement différente. Le fait est que le trail, ça aussi c'était quelque chose qu'on avait un petit peu perçu. C'était pas simplement un phénomène trail, c'était un phénomène qui allait influencer complètement l'industrie de l'outdoor, totalement. Et c'est ce qui s'est produit. Aujourd'hui, la majeure partie des produits de l'outdoor sont développés différemment de ce qu'ils n'étaient il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'on a complètement intégré la nécessité de produire des produits qui soient certes performants, qui soient confortables, etc., mais qui soient surtout légers à tous les niveaux. Donc il a fallu faire une petite révolution en interne. On a réussi à prendre le train au bon moment et à faire cette révolution au bon moment, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, disons, on récupère un petit peu les fruits de tout ce qui a été fait. Donc ça a été un changement de direction radical. Est-ce que ça a été compliqué en interne au sein du siège où tu vis, où tu travailles en Italie, de faire comprendre ce changement stratégique et de le faire accepter? Alors c'est toujours difficile de se projeter très en avant. Par contre, disons qu'on a un petit peu la chance au sein de la société Vibram d'être dans un environnement très créatif, très orienté vers l'innovation, vers le futur. On a aussi les propriétaires de la société, la famille Bramani, qui sont des passionnés de produits, d'innovation. Et déjà, il y avait des solutions, disons, dans la société qui pouvaient être vues comme, disons, la solution du futur. Donc, je parlais de tissu tout à l'heure pour technologique comme base de l'innovation Lightbase. Cela faisait déjà quelques années qu'on travaillait sur des tissus donc à intégrer dans les semelles, etc. Ça n'avait jamais été vraiment appliqué parce qu'on ne trouvait pas vraiment le terrain d'application, le terrain de jeu pour ça. Donc la révolution s'est surtout faite à ce niveau-là, c'est qu'on a tout de suite identifié un des tissus technologiques qu'on avait dans nos tiroirs comme la solution probable à ce que l'on recherchait, quoi. Et quand on a compris ça, après, ça a été beaucoup plus facile. En interne en tout cas. Il a fallu ensuite convaincre le marché, ça c'est autre chose. Alors justement, tu parlais tout à l'heure de mondialisation du trail, que tu avais tout de suite été visionnaire, tu avais tout de suite vu qu'il allait se passer quelque chose dans ce monde du trail running. Quelle est aujourd'hui la part entre l'Europe, l'Asie où vous avez un bureau de développement et les États-Unis où aussi vous avez une usine, je crois. Est-ce que vous avez arrivé à voir des différences entre ces trois blocs, on va dire Europe, US, Asie, et quelles sont les perspectives de développement? Oui, alors en fait, là aussi, disons que l'histoire s'est écrite un petit peu différemment. Tout a commencé en Europe, donc au niveau de la société Vibram. C'est vrai qu'ici, nous, on a poussé énormément pour entrer dans le domaine du trail par la bonne porte. Les grandes innovations sont arrivées dans le trail en Europe. Et puis, petit à petit, la structure américaine notamment, qui a des relations business avec des grandes marques de chaussures, évidemment s'intéressait à tout ça, a essayé petit à petit de convaincre certaines marques à nous accompagner. Et donc, on y est arrivé. Mais c'est vrai que ça a commencé comme ça. Pour ce qui est de l'Asie, disons, le centre de recherche et développement en Asie nous a énormément aidé pour justement mettre au point les technologies. Et ensuite, on les a appliquées avec des marques qui sont internationales. Oka, par exemple, a été une des premières à adopter en masse Megagrip, puis Lightbase, mais il y en a eu d'autres derrière aussi. Et ça nous a, disons qu'en travaillant avec des marques comme ça, c'est vrai que ça nous a poussé encore au-delà de nos retranchements et ça a été très, très intéressant. Aujourd'hui, on s'aperçoit que petit à petit, l'effet
technologique Vibram, l'effet de marque, l'effet qualité Vibram en général, la puissance de la marque, aujourd'hui fait que il y a de plus en plus de grands noms du footwear trail qui s'intéressent à nos technologies. On a vu ça récemment avec Nike, par exemple, qui est revenu dans le trail entre guillemets en force avec Vibram. Il y a Mizuno maintenant qui arrive également. Après, on pourra parler peut-être tout à l'heure de Normal. Ça aussi, c'est très très intéressant comme phénomène. Donc voilà, disons que les trois pôles Vibram, Europe, US et Chine sont très complémentaires dans tout ça. Leur implication dans l'évolution du trail varie en fonction des périodes, mais grosso modo, c'est un travail mondial qui a été fait au niveau de la société pour arriver à ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, venons-y directement à ces marques que vous avez équipées et à ce travail que vous faites. Est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est un aboutissement, tu l'as évoqué tout à l'heure, de voir justement la Fuma, précurseur dans le milieu, et aujourd'hui, Nike équipé, je crois, c'est le modèle Ultrafly, de semelles Vibram, en passant bien sûr par Oka, Normal, Mizuno, Merrell, New Balance, beaucoup d'équipementiers vous ont fait confiance, mais est-ce que arriver à rentrer au sein des bureaux de développement de Nike, c'est un aboutissement pour Vibram? Alors un aboutissement, oui, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, donc il faut vraiment avoir de très gros arguments pour pouvoir y arriver, hein, et donc c'est quelque part un aboutissement. Ensuite, disons que depuis 2008, en gros, on va dire que, en tout cas, personnellement, si je peux parler d'aboutissement, un aboutissement, une date importante a été pour moi la victoire de Kylian en 2022 à l'UTMB avec Normal et donc avec Vibram. Ça a été véritablement une date qui a marqué l'histoire de notre aventure dans le trail. Pourquoi? Parce que en fait, en 2008, quand Vibram est arrivé à l'UTMB, tout frais, tout neuf. En 2008, Kylian gagne son premier UTMB aussi, avec Salomon. Donc l'extraterrestre Kylian arrive dans le monde du trail, de l'ultra, etc., avec des principes un petit peu différents de l'habitude. En 2009, l'année d'après, donc Oka présente son premier modèle de chaussures révolutionnaire aussi, l'Overshoe, à l'UTMB. Je m'en rappelle bien, on était là-bas. Pas grand monde qui y croyait en ce concept-là, à part Jean-Luc Diard et Nicolas Mermoux et Christophe Aubonnet. Je pense que c'était un peu compliqué. Mais bon, ils ont été vraiment, vraiment visionnaires. Bravo à eux. Donc, dans ces années-là, il s'est passé beaucoup de choses. Vibram arrive sur l'UTMB, Kylian gagne son premier UTMB, Oka arrive l'année d'après. Et ces trois éléments-là, au fil des années, vont évoluer en parallèle, ensemble, vont écrire un petit peu l'histoire du trail, en gros. Et 15 ans plus tard, en gros, c'est-à-dire en 2022, Kylian gagne son 4e UTMB avec Vibram. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est véritablement quand même l'aboutissement de 15 années de travail, tout ça. Voilà, si on veut parler de date. Et justement, cette collaboration avec Normal, elle a été naturelle. Kylian vous a délibérément choisi, ou est-ce qu'elle a été compliquée, comme tu le disais tout à l'heure avec Nike? Est-ce que c'était compliqué de convaincre Normal de travailler avec Vibram? Ça s'est fait comment? Ça s'est fait, je pense, oui, de façon très naturelle. Pendant ces 15 années, disons, Salomon pour Kylian. Kylian était très attentif à ce qui se passait à droite à gauche. Kylian était très impliqué dans le développement produit chez Salomon, on le sait. Donc il était très passionné par ça. Bon, je peux imaginer que, et on le sait, qu'il a testé Vibram à plusieurs occasions, Mega Grip et pas seulement. Donc ça a fait son chemin dans sa vision des choses, certainement. Le fait est que quand il a décidé, je ne veux pas parler à sa place, mais c'est un peu la perception que j'en ai, quand il a décidé de se lancer dans son aventure personnelle, de créer une marque avec un partenaire, donc la société Camper, et donc la marque Normale, je crois que le choix était déjà inscrit quelque part dans leur stratégie, c'était de partir avec Vibram
dès le départ et de développer le partenariat ensemble et de lancer la marque ensemble, et cetera, et d'avancer ensemble. Ce qui est intéressant avec ce projet-là, c'est que, au-delà des mots, disons que Normal essaye véritablement de changer un petit peu la donne et de mettre en place un chemin un peu différent. Bon, Kylian est très attentif disons à l'environnement, à une approche un petit peu plus raisonnée du trail et dans le développement de produits, de chaussures en particulier. Là, il y a beaucoup à faire et c'est quelque chose qui est quelque part obsessionnel aussi. Donc ça nous a stimulé encore une fois. Un gros travail a été fait et aujourd'hui, c'est vrai que le produit, la marque Normal et les produits qui sortent sur le marché sont des chaussures, qui ont de très, très bonne qualité. Alors là, je crois, ils vont sortir la Tomir 2, c'est même pas je crois, c'est une certitude là qui sort en ce moment. Est-ce qu'il y a des évolutions sur ce produit en termes de semelles? Est-ce que vous avez retravaillé des détails ou même la légèreté ou la qualité de semelle? Oui, on a fait des améliorations. Ceci dit, là, disons que l'Atomir, est un produit qui a été, oui, un petit peu modernisé. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner au niveau de la au niveau des consommateurs. Ça devrait bien marcher, oui, tout à fait, oui. Alors on va faire une transition toute trouvée entre Kilian et Vibram, c'est l'UTMB forcément. Toi, tu décides dès le début en fait de l'aventure de te rapprocher de l'UTMB. Pas forcément évident parce que même si à l'époque les chiffres, les participations financières sont pas celles d'aujourd'hui, je me souviens pour qu'on en ait parlé ensemble, c'était aussi un gros pari d'aller vers cet événement. Euh, qu'est-ce Quel argument as-tu apporté au niveau de Vibram pour les convaincre qu'il fallait absolument aller sur l'événement et qu'est-ce que ça vous a coûté dès le début? Bah, alors disons que, encore une fois, peut-être, de par mes origines françaises, c'est vrai que j'étais très attentif à ce qui se passait sur le marché français. Dans le domaine de l'outdoor, notamment dans ces années-là, c'était fondamental parce qu'il y avait beaucoup de de tendances ou de micro-tendances qui partaient de là-bas et qui ensuite allaient contaminer un petit peu, l'Europe et pas seulement. Donc, le trail en particulier, s'est inscrit à fond dans ce truc-là et donc heu, j'ai tablé là-dessus pour, un petit peu faire comprendre en interne à la société que c'était pas simplement aller mettre, une banderole Vibram à Chamonix, disons dans le monde du trail, mais c'était un petit peu le début d'une énorme aventure qui nous attendait, très probablement, avec l'explosion d'un phénomène et donc moi, j'ai surtout basé l'affaire là-dessus pour essayer de faire comprendre qu'il fallait se bouger maintenant et puis qu'il fallait pas attendre encore 4-5 ans, ce serait peut-être trop tard. Donc là-dessus, bah, encore une fois, hein, Vibram, c'est un environnement très créatif qui regarde vers l'avenir, qui essaye de satisfaire le plus possible les besoins des utilisateurs et de les mettre dans des conditions, disons, les plus optimales pour pouvoir pratiquer leur passion. Donc, heu, donc ça s'est fait. On y est allé, disons, sur les TMB, tout doucement au départ, hein. On était là pour observer, pour apprendre. Et puis au bout de 2-3 ans, effectivement, on a commencé à monter en puissance avec un partenariat et cetera qui a duré, bah, qui dure encore aujourd'hui, et surtout un engagement, un investissement qui s'est accru au fil des années. Je pense qu'une date importante aussi, c'était en 2010. Donc j'ai eu l'idée de créer le team Vibram, le trail running team Vibram, et en 2011, le team Vibram s'attaquait à l'UTMB. Alors ça a été quelque chose de particulier parce que c'était pas une énième équipe qui se présentait sur l'UTMB ou dans le monde du trail. C'était une équipe avec une approche, une philosophie très particulière qui aujourd'hui, bah, est reconnue un petit peu partout. C'est-à-dire que le claim de l'équipe, c'était Ordinary People Being Extraordinary, ce qui signifie des gens ordinaires, entre guillemets, capables de faire des choses extraordinaires. Et c'est en fait la définition parfaite du trailer d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand on voit le départ d'un UTMB ou de n'importe quelle course, effectivement devant il y a des élites qui sont préparées, sont des pros de plus en plus. On voit bien qu'ils ne sont pas là pour rigoler, entre guillemets, mais derrière, il y a une masse de gens qui représentent la société civile et on trouve de tout. Donc des gens totalement ordinaires qui sont sur le point de réaliser leur rêve ou en tout cas quelque chose de véritablement exceptionnel. Un UTMB ou ne serait-ce que même un 40 km, un 60 km, que ce soit en montagne, ça n'a rien de banal. C'est vraiment extraordinaire pour la plupart des gens. Donc
de partir sur une équipe avec une philosophie de ce genre-là, ça mettait déjà un petit peu, disons, la société sur certains rails, et ça commençait aussi à influencer enfin, le microcosme de, du trail running. C'était aussi un moyen pour vous de sortir de cette image un peu B2B et finalement, au lieu d'aller parler à des décideurs, à des développeurs produits dans les grandes marques, c'était aussi de parler à des athlètes communs, comme tu le dis, ordinary people, des gens ordinaires, et de dire au grand public, bah regardez, vous aussi, vous pouvez le faire. Tout à fait, ouais. Alors, en fait, là aussi, c'est une histoire d'inspiration, hein. Moi, personnellement, le claim que je trouve le plus pertinent, le plus beau jamais réalisé par une société dans le domaine du sport, c'est celui de Nike, Just Do It. Et Ordinary People Make Extraordinary, c'est en quelque part, peut-être une réinterprétation de ce Just Do It, heu, façon Vibram. Le résultat, c'est que oui, le premier UTMB qui a été couru par le team Vibram, on a fait un recrutement en ligne. À l'époque, ça fait un peu sourire parce que le web n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, il y avait pas de réseaux sociaux. Et on a recruté 6 athlètes qui étaient, des gens totalement ordinaires, dont certains habitaient même sur le parcours du TMB. On a fait une équipe franco-suisse-italienne, donc vraiment le tracé du TMB, et on est parti avec ces six mousquetaires autour du TMB. On a même produit un film qui s'appelait The Extraordinary Story, donc une histoire extraordinaire tant qu'on y est, et c'est un film de 45 minutes qui, qui a été projeté ensuite sur une quantité infinie de festivals de films au niveau international. Tout ça, ça a permis, entre guillemets, de poser un petit peu des jalons au niveau de l'image, au niveau de l'éthique, au niveau de tout un tas de choses, euh, avec une signature vibrante très, très particulière. Alors aujourd'hui, vous êtes toujours partenaire de l'UTMB et du UTMB World Series. Vous avez commencé en 2007 avec l'UTMB, puis je crois que tu es parti aussi un petit peu sur l'aventure Ultra Trail World Tour. Et tu as arrêté à un moment, mais de mémoire, c'est l'UTMB qui est un petit peu revenu vers toi. On négocie comment aujourd'hui les partenariats UTMB par rapport à ceux de 2007? Oui, alors effectivement, on s'est arrêté un petit peu. C'était juste autour le Covid, autour des années Covid, quoi. Et la société avait besoin de réfléchir un petit peu sur pas mal de choses. C'était une époque un peu chamboulée, et donc on s'est arrêté simplement, je pense, une année. Et on est reparti tout de suite derrière, hein, oui, avec un partenariat sur les World Series. Euh, alors ça a bien bougé au fil des années. C'est vrai que nous, on n'est pas, bon, Fred, tu le sais, on s'est souvent rencontrés depuis 15 ans sur les réunions partenaires UTMB à droite à gauche. Et donc, on était quand même assez actifs dans l'évolution de cet événement-là aussi, et puis du trail en général. Donc, on essayait d'apporter un petit peu du savoir-faire, de la valeur ajoutée dans ce qu'on faisait au service de l'évolution du trail. Et donc, oui, c'est effectivement une négociation entre UTMB et une société comme Vibram. Donc, on parle de financier, on parle de support technique, matériel, de communication, de tout un tas de choses. Mais au-delà de tout ça, on parle de valeur, de vision extérieure. On essaye d'avancer ensemble comme ça. C'est ainsi que on a réussi ensuite à adhérer au projet World Series. Euh, Effectivement, c'est un engagement financier qui est important pour la société Vibram, mais au-delà de tout ça, nous, ce qu'on voyait, c'est que tout ce qui avait été fait à Chamonix pendant 15 ans, en gros, à travers les World Series, on allait pouvoir le reproduire et le proposer au niveau mondial sur des événements où on était un petit peu, disons, dont on était un petit peu distant, et on allait pouvoir, à travers ce schéma-là, aller dialoguer avec des trailers de tous horizons, de tout continent, de toutes origines, et essayer d'avancer ensemble vers un trail qui soit le trail de l'avenir, quoi. Alors justement, est-ce que aujourd'hui l'UTMB et l'UTMB World Series sont l'avenir du trail running au niveau mondial? Est-ce que ta vision, toi qui es quand même visionnaire depuis plus de 15 ans, tu penses qu'aujourd'hui c'est vraiment les porteurs de l'avenir de la discipline? Alors c'est difficile de répondre à tout ça, hein. Certain que, alors en parallèle disons, au partenariat UTMB World Series, nous on continue, Vibram, à avoir des partenariats locaux
Ça s'oppose un petit peu parfois, mais c'est très complémentaire. Donc des partenariats locaux avec des courses locales, c'est-à-dire en Italie, on est partenaire de 3-4 courses, la Vibram Mare Montane depuis plus de 10 ans, Vibram Ultra Trail du lac d'Orta, heu, c'est pareil, le Vibram Trail Montaron, et cetera, et cetera. Tout ça pour quand même essayer de contrebalancer un petit peu, peut-être l'hégémonie d'organisations comme l'UTMB World Series. Mais contrebalancer, ça ne veut pas dire les mettre en opposition, ça veut dire travailler aussi au niveau local parce que le trail, c'est et ça doit rester très local aussi. Alors, l'UTMB World Series, l'UTMB en général, il est certain que quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur depuis ces années-là, donc 2005, 2006, enfin, quand l'UTMB a commencé vraiment à exploser, l'UTMB a tracé la voie de l'évolution du trail à beaucoup, beaucoup de niveaux. L'Ultra Trail World Tour est arrivé à un certain moment aussi pour essayer de fédérer tout un tas de courses à travers le monde. Ça a été une étape supplémentaire. Il y a eu la création de l'ITRA, il y a eu l'histoire des courses qualificatives UTMB, ça aussi ça a été quelque chose d'intéressant. Mais surtout l'organisation, le backstage, disons d'un UTMB, c'était assez impressionnant et clairement ça a aidé un petit peu à booster un petit peu vers le haut l'évolution du trail. Alors aujourd'hui, effectivement, bon, c'est devenu une machine, tout le monde le sait, assez importante. Euh, il y a des détracteurs, il y a des polémiques, mais il y a aussi quand même beaucoup de positifs dans tout ça. Il faut juste essayer de trouver, de trouver le juste milieu et puis surtout d'être très attentif et continuer à réfléchir sur un futur toujours meilleur dans le monde du trail. Non, 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 je sais que l'UTMB, ça nous aide beaucoup pour ça et bon, là, on était dans le Chianti. Le Chianti, par exemple, ça, c'est aussi une des choses que j'essaye de voir avec la société, c'est-à-dire qu'on essaye de déplacer un petit peu le focus. Par exemple, l'outdoor, le trail en particulier, c'est un phénomène très alpin, par exemple, notamment en Europe. Bon, il y en a aussi beaucoup dans d'autres régions, en France, ailleurs. Ceci dit, euh, on s'aperçoit que, par exemple, les Alpes sont extrêmement structurées au niveau des sports outdoor, parfois un petit peu trop. Donc, à travers l'UTMB, et ça aussi on pousse dans cette direction-là, il y a aussi des possibilités d'aller explorer de nouveaux territoires qui, grâce au trail, vont pouvoir aussi se développer. Ça, c'est intéressant quand même. Le Chianti, par exemple, c'est une région viticole bien connue. C'est une région de collines magnifique. Qui aurait pu penser qu'un jour, près de 4000 coureurs allaient venir courir un UTMB dans une région comme ça? Ça, c'est intéressant. Et si on parle un petit peu de chiffres, puisque tu viens de parler de 4000 coureurs, si on revient à nos données économiques aujourd'hui, l'investissement sur les UTMB World Series, ça représente en gros combien pour la société, à la fois en coût direct et en coût indirect, puisqu'il y a de la production de contenu, il y a un team à déplacer, il y a du marketing à envisager un peu partout dans le monde. C'est une enveloppe de combien pour s'offrir les UTMB World Series? Alors, je ne donnerai pas le chiffre de notre partenariat avec l'UTMB. Par contre, bah, je peux avancer un chiffre un petit peu plus général sur ce que ça représente comme investissement pour Vibram. Disons, euh, l'investissement trail et tout ce qu'on fait avec ça. C'est autour de 400 000 euros, tout compris, c'est-à-dire les partenariats, l'équipe Vibram, les activations, et donc toute l'organisation logistique de communication qui va avec pour pouvoir justement dialoguer avec la communauté du trail running. C'est à peu près ça. C'est bon pour nous, c'est un chiffre assez élevé, mais encore une fois, c'est très important parce que ça influence un petit peu tous les mécanismes à l'intérieur de la société. Donc ça, c'est pour ça qu'en fait, heu, c'est un investissement qui vaut largement la peine. Ensuite, évidemment, il y a quand même quelque chose sur lequel il faut s'arrêter un petit peu, c'est qu'on a aussi un outil, assez unique au monde pour pouvoir, justement, faire de la bonne communication et de la proximité avec les trailers. C'est le camion de ressemelage Vibram, donc le Vibram, Innovation Mobile Lab, on l'appelle comme ça, qui se présente sur les UTMB World Series notamment, et pas seulement, aussi dans des domaines sur des courses cette année de VTT. On sera par exemple dans le Val di Sole en Italie pour l'UCI World Championship de VTT. Donc
un autre domaine, mais avec les mêmes mécanismes. Et avec ce genre d'outils, entre guillemets, on a la possibilité de pouvoir ressemer en direct les chaussures des trailers, notamment sur les UTMB World Series, et de donner la possibilité à certains publics de tester la semelle véritablement sur ses propres chaussures, ce qui signifie qu'au bout d'un certain temps, petit à petit, on travaille sur de l'éducation, on fait bien comprendre aux trailers que quand ils vont devoir affronter des courses un petit peu exigeantes et peut-être se mettre un petit peu hors de leur zone de confort, il est préférable pour leur santé quelque part et puis pour leur bonheur d'être bien équipés, pour leur sécurité tout simplement. Et à travers ce genre d'outils exclusifs, uniques au monde, assez coûteux, effectivement, on arrive aussi à faire évoluer un petit peu les mentalités sur les produits et sur l'approche du trail. Alors justement, l'évolution des mentalités, vous avez construit cette équipe, tu en parlais tout à l'heure, à partir de 2010. Aujourd'hui, avoir un team de trail, quand on s'appelle Vibram, est-ce que c'est un investissement à fond perdu ou est-ce que c'est un investissement sur lequel on capitalise? Alors c'est un investissement important, sur lequel on capitalise. Donc c'est pas simplement avoir des dossards et se présenter comme ce week-end, au Chianti UTMB, donc faire des résultats et cetera. C'est, quelque part être, encore une fois très proche des trailers et effectivement, on l'a encore vu ce week-end, hein, les 14 coureurs ou 15 coureurs qui étaient présents chez Vibram, ils étaient en constante, conversation avec, une masse de coureurs infinis quoi, qui avaient de la sympathie, qui avaient voilà et ça c'est très important. Ensuite, les coureurs Vibram sont très impliqués dans la recherche et développement, le test produit. Et donc, là-dessus, ça c'est quelque chose qui nous permet de tracer l'avenir. Donc c'est pas un investissement à fond perdu, ça c'est certain. Par exemple, on travaille beaucoup maintenant sur la partie intercalaire de semelles. Donc au-delà du simple patin entre guillemets caoutchouc, Vibram, etc. On travaille beaucoup sur la partie un peu plus haute de la semelle. On a développé notamment avec Gediminas Grinius une semelle élite qui est une semelle complète. Qui allie donc différentes qualités de gomme, différents matériaux au niveau de l'intercalaire, des inserts, etc. Et ça, c'est un petit peu l'avenir, et ça se fait grâce aux athlètes du team Vibram. Alors justement, ce team, ce week-end, était rassemblé en Italie à l'occasion de l'UTMB Chianti. Tu me parlais en préparation de ce premier podcast que vous aviez organisé un benchmark pour imaginer les produits de demain. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations sur ce que vous avez organisé, ce que tu as mis en place, et puis sur aussi quelles seraient les nouveautés auxquelles on peut s'attendre dans les années à venir? Oui, alors effectivement, c'était mercredi dernier, on a commencé le rassemblement officiel du team international ici au sein du siège de Milan de la société, donc le Vibram Connection Lab, un siège créatif, et on a organisé une série de workshops. Donc ça a été organisé par Nicola Facinetto qui s'occupe des athlètes notamment, et d'autres personnes dans la société, des designers et autres. Et on a demandé à nos coureurs, en fait, avec l'aide de techniciens Vibram, d'essayer de construire, en l'espace d'une journée, de penser de construire une semelle, peut-être de leur rêve, ou en tout cas quelque chose de très original. Donc ils avaient la possibilité de jouer sur tout un tas de matériaux à disposition, sur l'expertise des designers et des techniciens Vibram, et de construire comme un puzzle, si on veut, avec les machines qu'on a à disposition, de construire une semelle en l'espace d'une demi-journée. Donc ça a été un exercice assez surprenant, puisque c'est pas facile, c'est vrai. On peut se trouver devant un challenge comme ça qui peut sembler un peu simpliste, mais au bout du compte, ils se sont pris au jeu, et puis il en est sorti une douzaine de semelles, une gamme très éclectique
ne trouvera pas forcément sa place sur le marché, mais qui permet quand même de réfléchir et de comprendre un peu mieux ce qu'il y a dans la tête des coureurs. Ça, c'est certain. Et ça a été vraiment très intéressant. Alors, on va passer à un dernier volet pour ce premier podcast avec toi, Jérôme. Je rappelle, directeur sport et innovation marketing chez Vibram. On parle beaucoup d'environnement, bien sûr, aujourd'hui. La marque Normale, tu l'as cité tout à l'heure, fait partie de ces marques qui attachent une grande importance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment challengé sur le travail des produits, hein, notamment sur la durabilité, mais aussi sur éventuellement l'utilisation d'autres matériaux plus écologiques que le caoutchouc? Oui, alors on travaille dans beaucoup, beaucoup de directions, parce que disons le développement durable, c'est compliqué. Au niveau du produit, alors déjà, il y a une première chose qui est capitale, qui est peut-être «la plus simple» entre guillemets, après, dans son application, c'est plus compliqué, c'est le ressemelage. Quand je parlais du camion tout à l'heure qui est présent sur les événements, OK, ça nous permet de faire de la communication sur Megagrip, sur Lightbase, sur vraiment les technologies avant-gardistes de Vibram et de les apporter sous les chaussures des trailers. Mais c'est surtout aussi d'essayer de sensibiliser les gens de plus en plus, les coureurs et notamment, au fait que, bah, une chaussure, au bout d'un certain temps, peut-être, au lieu de la jeter ou de l'oublier quelque part, on peut peut-être encore faire quelque chose et prolonger son cycle de vie. Ça, c'est la première chose disons du ressemelage. Ensuite, pour nous, le ressemelage, c'est aussi une histoire, oui, comme je disais tout à l'heure, d'essayer d'augmenter les qualités intrinsèques de la chaussure à travers des semelles beaucoup plus performantes. Ceci dit, donc le ressemelage, ça c'est la première chose. On travaille avec des milliers et des milliers de cordonniers dans le monde qui sont de plus en plus formés aux semelles disons à l'application de semelles de trail, donc de Megagrip, Lightbase, etc. Ça c'est la première chose. Au niveau vraiment du composant, des composants des semelles, on travaille avec dans beaucoup de directions. On a en 98 déjà, Vibram avait lancé la gomme EcoStep qui était faite avec des rebuts, disons, de la production. Il faut savoir que quand on produit une semelle, il y a toute une partie du caoutchouc qui, au sortir des moules, va être expulsée sur les côtés de la semelle. Il va falloir la découper et la semelle finale, eh ben, effectivement, elle sera bien définie, parfaite, mais il va y avoir un petit rebut qui va être récupéré, donc depuis 98, pour produire la gomme EcoStep, hein, une gomme à base de caoutchouc recyclé provenant du cycle de production de Vibram. Ça, c'était en 98. Cette gomme, elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, c'est une gomme de qualité. Certes, elle n'offre pas les prestations d'une gomme Megagrip pour le trail, donc on ne peut pas aujourd'hui dire que la gomme EcoStep va remplacer Megagrip sur les chaussures de trail pour un UTMB ou quoi que ce soit. Mais on va y arriver tout doucement, hein, ce genre de solution. Voilà, ça c'est un des axes de travail. Petit à petit, on y arrive. Alors, tu parlais des cordonniers, hein, beaucoup ressemellent les chaussures de randonnée. Aujourd'hui, vous les formez pour ressemeler les chaussures de trail. Où est-ce qu'on peut avoir cette information si des auditeurs veulent tout simplement trouver le cordonnier le plus proche de chez eux pour faire ressemeler leurs chaussures de trail? Et je précise, on peut les faire ressemeler sur n'importe quel modèle de chaussures, bien sûr. Oui, alors on peut trouver, il y a un moteur de recherche sur vibram.com qui permet justement de localiser le cordonnier, le plus proche de chez soi. Il y a des critères de recherche, donc certaines cordonniers ont été formées, très spécifiquement sur Megagrip, sur Lightbase, sur les chaussures de trail, et cetera. Il y a le moteur de recherche permet d'affiner la recherche et de trouver tout ça. C'est un maillage qui est déjà très, très développé. On est en train de l'optimiser. Il faut savoir que pour pouvoir travailler Lightbase, par exemple, il faut avoir une expertise particulière. Donc, les cordonniers font des cours de formation chez nous, utilisent des machines très particulières, des presses particulières, pour que ça matche bien avec la tige. C'est très, très important. Donc, il y a tout un process comme ça qui est en cours. Et aujourd'hui, on a des centaines de cordonniers qui sont déjà capables de faire ça et ça va continuer à s'expandre un petit peu partout dans le monde. Ça, c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des zones géographiques où le ressemelage n'existe pas ou en tout cas est très peu pratiqué parce que c'est une affaire culturelle. Alors, dans nos régions, nous, donc tout ce qui est la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc., c'est très commun.
On connaît bien ça dans le monde de l'escalade et pas seulement, dans le trail de plus en plus aujourd'hui grâce à ce qu'on a fait ces dernières années. Mais si on se déplace plus au nord, par exemple en Scandinavie, ou si on va vers les États-Unis, le ressemelage, c'est encore quelque chose d'assez limité. C'est quelque chose qui n'est pas encore rentré culturellement dans les mœurs. Donc il va falloir travailler énormément là-dessus. C'est un petit peu notre mission aussi, d'essayer de sensibiliser tout le monde à cette affaire-là. Aux États-Unis, par exemple, on est en train de répliquer, de dupliquer le schéma qu'on a en Europe. Donc, on va avoir aussi là-bas un camion de ressemelage qui va tourner sur certaines étapes de l'UTMB World Series et d'autres événements, etc. Donc, ça, c'est un long chemin encore, mais il faut travailler dans cette direction-là. Alors, on va arriver au terme de ce premier épisode. On a vu il y a 20 ans, en 2005, c'était les premiers pas de Vibram dans le trail running. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le trail est l'avenir de la société Vibram ? Ça en fait partie. Ça en fait partie puisqu'on continue à investir beaucoup, et également parce que le trail n'a pas fini d'évoluer. Le trail va encore beaucoup évoluer, on le voit dans les chiffres. Il y a de plus en plus d'adeptes, il y a de plus en plus de transferts entre la route et le trail. Le Covid a joué son rôle aussi là-dedans, puisque le confinement, à un certain moment, a permis à beaucoup de monde de prendre conscience de la nécessité d'être libre et d'être un peu plus en connexion avec la nature. Donc, quelque part, le trail a de très belles années devant lui encore, et de façon naturelle, nous on va accompagner ce mouvement comme on l'a fait depuis plus de 15-20 ans maintenant, et on va essayer de travailler pour que le trail justement soit au plus près de la nature et continue de donner du plaisir aux gens. Merci Jérôme, en tout cas pour cet entretien, ce premier podcast avec toi. Je rappelle, directeur sport et innovation marketing chez Vibram depuis, je crois, plus de 20 ans. Je vais aussi noter que tu es origine de français, bien sûr, tu es d'Ardèche. Et on se retrouvera prochainement sur les prochaines étapes des UTMB World Series. Et puis, bien sûr, on se donne rendez-vous fin août du côté de Chamonix, à la fois sur l'événement en lui-même, sur le salon où les gens pourront venir vous rencontrer, te voir aussi, parce que je sais que tu es toujours présent, venir faire ressemeler leurs produits. Et puis nous, peut-être qu'on sera sur la même ligne de départ. J'ai pas encore défini pour ma part. Toi, est-ce que tu as déjà défini ton planning de course 2024 ? Oui, en gros, le planning de course, en tout cas l'objectif de la saison, ça va se passer à Chamonix, oui, effectivement. Et cette fois-ci, je vais essayer de boucler la boucle, c'est-à-dire l'UTMB. Donc Fred, je t'attends au départ de l'UTMB le vendredi soir. Donc, moi, je crois que je serai juste là pour t'encourager, parce que l'UTMB, c'est trop long pour moi. En tout cas, Jérôme, merci beaucoup. Je sais que tu es très pris et que tu es attendu sur un autre rendez-vous ce matin. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à tous de nous écouter pour ce premier épisode. On se donne rendez-vous bientôt pour un second épisode où on aura peut-être la chance de recevoir quelqu'un que tu as cité tout à l'heure, probablement Jean-Luc Diard, ou alors ce sera pour un épisode suivant. En tout cas, merci et bonne journée à tous. Merci à toi. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.